Vous, en Europe, vous aviez un mur pour vous empêcher de regarder l'ennemi communiste dans les yeux. Mais en 1984, un jeune groupe d'Américains a affronté la menace rouge et sont devenus des martyrs. C'est mon privilège aujourd'hui de vous présenter un poème en images réalisé par John Milius. Peut-être le film le plus inspirant de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui à Revue, je vous rappelle pourquoi on ne parle pas tous russe aujourd'hui. De 1984, l'Aube rouge. Et ça commence maintenant. Ouais, je travaille au garage jusqu'à ce soir. On rentrera en stop. Tu vas au foot aujourd'hui? Oui. Le film commence par nous montrer l'Amérique, pays de la liberté des grands espaces. On est au Colorado et pour une bande d'ados, c'est une journée comme une autre qui commence. On se balade en pick-up. On arrive à l'école, on profite de la vie, on s'assied en classe. Et sorti de nulle part, des parachutistes tombent du ciel. Des parachutistes. Il y en a partout. Regardez. T'as même pas le temps de te demander ce qui se passe, OK? Que les parachutistes commencent à tirer sur tout le monde. En l'espace d'une minute, tu te retrouves dans l'enfer de la guerre. C'est là où les réflexes de mecs comme Patrick Swayze et Charlie Sheen entrent en jeu. Oui, l'instinct de survie prend le dessus, quoi. Attends-nous! Vous laisse pas tomber, merde! La puissance de Patrick Swayze quand il conduit un pick-up. Ils réussissent à se sauver de l'école. Ils arrivent à la supérette qui est tenue par le père de Robert. Et ce qui est génial aux États-Unis, c'est que dans une supérette, tu trouves vraiment tout, quoi. Des arbalètes, des flèches, des flingues, des balles, des céréales. Non, mais vraiment de tout, quoi. Dépêchez-vous de filer, mes enfants. Et ne revenez plus jamais ici. Ils veulent clairement quitter la ville, mais ils sont coincés par un barrage communiste, OK? Mais peut-être sont-ils nés sous une bonne étoile, un hélico américain vient leur sauver les miches. À peine arrivé dans la forêt que le président du mouvement étudiant essaie d'imposer sa loi à Patrick Swayze. Non, mais il se prend pour qui le mec au juste, là? En tant que président du mouvement étudiant, je propose la motion suivante. Rendons-nous. Par chance, Patrick Swayze est là pour calmer le jeu et surtout rappeler à tout le monde que c'est la 3e guerre mondiale. On est en pleine 3e guerre mondiale. Il y a des pauvres mecs qui se font descendre. Quand octobre arrive, tout le monde semble s'être accoutumé à la vie à la montagne. Ça chasse, ça tue du cerf, ça boit du sang de cerf. Ça devient des hommes, quoi. Tu as mélangé vos sangs et mon père dit qu'une fois qu'on a fait ça, on n'est plus jamais tout à fait le même. Malgré le confort qu'ils ont développé à la montagne, ils doivent savoir ce qui se passe en ville. Quel est le niveau de la menace? Donc, ils décident de se rendre en furtif vers la ville et se rendre compte que la ville est sous occupation totale. Tu crois qu'on lui a fait peur? Ils apprendront même qu'ils ont le KGB au cul. Ils savent qui vous êtes, ils sont à votre recherche. Qui? Le KGB. Pire encore, le père de Jed et Matt, Patrick Swayze et Charlie Sheen, est prisonnier dans un camp de rééducation. Et quand ils vont aller le voir, OK, dans le camp de rééducation, nous, en tant que spectateurs, on va être témoins de l'amour d'un père. Je me suis souvent montré dur avec vous. J'ai peut-être même exagéré. Maintenant, je suis sûr que vous comprenez. Une scène à la fois touchante et troublante, peut-être une des meilleures scènes de l'histoire du cinéma. Je ne serai plus là pour vous ramasser quand vous tomberez. Il faudra que vous vous aidiez tous les deux. Si vous réussissez à survivre émotionnellement à ce que vous venez de voir, eh bien, ça tombe bien parce que vous allez avoir le droit de l'exposition sur ce qui se passe dans l'univers dans lequel on est. Ils vont aller voir le père Mason qui va leur expliquer ce qui se passe exactement. À approximativement 60 km des lignes ennemies, au cœur de la 3e guerre mondiale. Le pauvre Robert va apprendre que son père est mort et ça, c'est un moment tournant du film. Oui, parce que c'est à ce moment-là que Robert meurt en dedans de lui. C'est eux qui l'ont tué, petit. Pour faire un exemple. Mais avant de partir, le père Mason a une dernière faveur à demander à Jed, s'occuper de ses 2 petites filles. Ces fils de salopards ont essayé de leur faire subir ce que vous imaginez. Tony, Erika, je vous présente Matt et Jed. Le lendemain, ils auront leur premier contact avec l'ennemi, 3 Rushkov, qui se baladent comme des touristes sur leur territoire.
OK, niveau tactique, ils sont pas encore à point. Mais regarder l'ennemi dans les yeux avant de le tuer, c'est ça qui transforme un enfant en un homme. Mais comme chaque action amène une réaction et que dans chaque zone occupée, il y a des collabos de merde, le collabo de merde va vendre les parents des Wolverines. Et un Américain, même face à la mort, se souvient qu'il est Américain. Encore une fois, Jed, joué par Patrick Swayze, se retrouve dans une crise de leadership. Oui, là, tous leurs parents sont morts. Ça devient compliqué. Mais il est là pour leur expliquer que c'est pas le temps de pleurer. Non, c'est le temps de se venger. Arrête de pleurer. Je t'interdis de pleurer, Danny. Aussi longtemps que tu vivras. C'est le temps de saigner du rouge. Parce qu'en 84, en zone occupée américaine, un bon communiste est un communiste mort. Le Cubain en charge de l'occupation commence à se rendre compte que des forces rebelles comme ça, c'est dur à gérer. Le mec a été en charge de certaines guérillas dans certains pays et il voit tout de suite ce que les Wolverines sont en train de faire. Sauf que les Wolverines, ils sont partout, tout le temps, et que personne est en sécurité. Wolverines. Novembre. L'hiver se pointe le bout du nez quand un pilote de chasse américain est retrouvé, toujours en vie, sous un arbre. T'as faim? Honnêtement, oui. Et là, on retrouve ici des Wolverines métamorphosés par la guerre. Ce n'est plus des enfants, mais des tueurs aguerris. Vous vous prenez pour des balaises parce que vous bouffez des feuillots. Le colonel va donner son lot d'exposition aussi, il est pas là pour rien. Hein? Il va même nous apprendre que les Chinois ont payé cher leur alliance avec les Américains. Mais qui est de notre côté? 600 millions de Chinois. Mais je croyais qu'il y en avait 1 milliard qui braillait de fureur. Avant, oui. Que l'Amérique soit au pied du mur, que l'Europe ait décidé de ne pas les aider, ça change absolument rien pour Jed et les Wolverines. Non, parce que pour eux, la guerre, c'est ici et maintenant. Le colonel, quand il regarde Robert, qui est absolument plus le même gamin qu'il était au début du film, le gars a perdu son père et bu du sang de cerf, OK? Il regarde Robert, le colonel, OK? Et là, il se rend compte que c'est un soldat au cœur noir. Et il ressent le besoin de lui donner une leçon de vie. Ta haine te fera crever. Elle me réchauffe. Décembre. Avec l'aide du colonel, les missions deviennent de plus en plus complexes. Et libérer un camp de prisonniers, c'est plus qu'une mission. C'est un souffle d'espoir pour une population assiégée par la menace communiste. Dans la froideur du froid d'hiver, l'Amérique contre-attaque. Je vais les cramer. Mais dans le chaos du combat, les Wolverines se retrouvent face à 2 chars d'assaut. Et qu'on le veuille ou non, à la guerre, il y a un prix à payer. Même le colonel, après un élan d'héroïsme, va succomber à une grenade communiste. De retour au campement, les mines sont basses et le ton est à la réflexion. Emmenez-les loin de cet enfer. Quelque part où il y a la paix. Février. Les Russes envoient maintenant des renforts dont le seul objectif est de tuer les Wolverines. Et là, on se rend compte tout d'un coup que les Russes commencent à utiliser un traceur, quelque chose qui leur permettrait apparemment de trouver la position des Wolverines. Cette situation nous porte tout de suite à croire en tant que spectateur qu'à l'intérieur des Wolverines, il y aurait un traître. Mais malgré tout ça, les Wolverines n'ont pas de pitié face aux Ruskov. Le soupçon du spectateur était juste. Il y a un traître. Où t'as mis ce putain de micro? Ils m'ont forcé à la valise. Tel père, tel fils, collabo de merde. C'est mon père qui m'a convaincu. Face à la mort, un Ruskov implore la Convention de Genève. Mon gars,
T'es loin de Genève, là. Vous violez la Convention de Genève. Tu te la fous au cul, ta convention! Est-ce qu'on doit tuer Daryl ou ne pas tuer Daryl? Oui, il y a un débat moral. Mais le mec est un collabo. Et pour Robert, tuer un collabo, ça veut rien dire. C'est grâce à des décisions comme ça qu'on peut mesurer le leadership de quelqu'un. On va pas pleurer pour du collabo non plus. Mais on voit dans le regard de Swayze qu'il a perdu quelque chose en dedans de lui. Qu'ils ont tous en quelque part une partie d'eux qui est morte, détruite par la guerre. Et le lendemain, il semble avoir trouvé le gros lot, quoi. Une cargaison de bouffe qui est tombée d'un camion. Du pain, des fruits, c'est un peu Noël pour eux, là. Ce qui semblait être un incroyable moment entre amis se transforme rapidement en cauchemar. Des hélicos russes se pointent. Tony, touché, Swayze la prend, la met sur son épaule et là, il se met à courir pourchassé par un hélico russe. Robert sort le bazooka. Robert sort la calache. Robert s'en prend plein la gueule. Au moins la mort de Tony n'aura pas servi à rien. Jed et Matt décident d'envoyer les deux autres survivants en Amérique libre. Pourquoi envoyer les deux survivants en Amérique libre? Moi, personnellement, je crois que c'est pour qu'on puisse raconter l'histoire des Wolverines. Cette histoire-là doit survivre à tout prix. Jed et Matt, eux, vont créer une diversion dans la ville. Et ça, attaquer une ville à deux mecs, c'est du courage américain. Deux mecs qui combattent le communisme à coups de grenade. Alors qu'ils sont sur le point de se sauver, de s'en sortir, cachés sur un train, Shane prend une balle. Swayze aussi, mais au moins il aura vengé son frère. T'as perdu. Avec son frère dans les bras, un homme donne enfin à Swayze le respect qu'il mérite. Un regard partagé qui veut tout dire. Patrick Swayze, assis sur un banc, regarde la vie quitter son frère. La mort d'un héros. Et c'est la fin de l'Aube rouge. On est libre. Si vous avez pas la larme à l'œil à la fin de ce film-là, c'est que vous avez pas d'âme. Mais plus sérieusement, je crois que les communistes font les meilleurs méchants dans les films. Parce que ça représente plus qu'une menace physique, hein. C'est aussi une menace idéologique. Et est-ce que l'Aube rouge est de la propagande? Je vous laisserai décider ça par vous-même. C'était les années Reagan, quoi. Le cinéma allait dans cette direction-là. La vraie question à se poser, c'est quel est le meilleur film entre L'Aube rouge et Invasion USA avec Chuck Norris? Deux films à la même prémisse. Hein. Personnellement, je préfère L'Aube rouge, je le trouve plus complet comme film. La réalisation et la direction d'acteur de John Milius est impeccable. La musique de Polydouris est splendide. T'as vraiment le sentiment d'être dans les rocheuses américaines, quoi. Et tous les acteurs sont bons. Le casting est juste. Swayze est excellent. Charlie Sheen est très bon. Lea Thompson également excellente dans le film. Même ceux qui jouent les méchants les jouent bien. C'est clairement... John Milius avait cette capacité-là, selon moi, de bien diriger les acteurs. Il rendait des acteurs qui étaient parfois moyens, très bons. Faut dire qu'avec une clope à la gueule et un flingue à la ceinture, ça devait être dur pour les acteurs de ne pas faire ce qu'ils demandaient. Donc, si vous êtes capable de passer par-dessus le message politique du film, à quelque part, moi, j'ose espérer que vous comprenez que c'est un Polaroid de son époque. Ce film-là est absolument à voir. C'est un de mes films préférés des années 80, d'ailleurs. Ça fait partie des films que j'ai tellement écoutés que je les connais par cœur, scène par scène. Donc, si vous ne l'avez pas vu, réglez ce problème-là le plus rapidement possible. Vous allez passer un super moment.
En attendant, je vous rappelle que Revue a une chaîne sœur, Revue le podcast, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Pour des vidéos sans pub, non censurées et exclusives, eh bien c'est sur Patreon que ça se passe, le lien est juste ici. Et toi qui n'es toujours pas abonné à YouTube, pourquoi ne pas te faire plaisir? Vas-y, fais-le juste ici, laisse un pouce, active les notifs et partage la vidéo avec tes amis. Ça va faire du bien. En attendant, on se revoit la prochaine fois.